J'ai refusé de donner mon cottage rénové à ma petite sœur capricieuse. Maman a hurlé, on va te ruiner. Mais mon avocate a éclaté de rire. L'enregistrement a révélé leur secret inavouable. Le son d'une fourchette en argent heurtant le cristal n'aurait jamais dû résonner comme un marteau de juge prononçant une sentence de mort, mais ce soir-là, au restaurant Les Ducs de Lorraine, c'est exactement l'effet que cela a produit. Un tintement aigu, glacial, qui a tranché net le murmure feutré de la salle à manger. J'ai refusé de céder la maison que j'avais passé 5 ans à rénover de mes propres mains à ma petite sœur capricieuse, simplement parce qu'elle voulait un mariage parfait. Ma mère a hurlé qu'ils allaient m'enterrer sous les frais de justice. Ils pensaient que j'étais faible. Ils pensaient que j'étais seule. Mais quand mon avocate a éclaté de rire en voyant leur dossier, l'enregistrement qu'elle a diffusé a non seulement sauvé ma maison, mais il a réduit leur vie de mensonges en cendres. Bienvenue sur ma chaîne. Avant de plonger dans ce drame familial qui se déroule dans notre belle ville d'Épinal, dites-moi en commentaire depuis quelle ville ou quel pays vous nous écoutez aujourd'hui, et quelle heure il est chez vous. J'adore lire vos messages du monde entier. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment j'ai détruit ma propre famille pour survivre. Je m'appelle Bertille, j'ai 29 ans, et ce soir-là, j'étais assise au bout de la table, me sentant comme une tache d'huile sur une nappe en soie immaculée. Je sirotais mon verre d'eau, évitant le vin rouge onéreux que mon père, Martial, servait généreusement. Mes mains étaient croisées sur mes genoux, cachées sous la nappe. Même après les avoir frottées au solvant pendant 1 heure, mes jointures portaient encore les traces sombres du brou de noix, et mon pouce gauche arborait une coupure fraîche causée par un ciseau à bois mal aiguisé plus tôt dans la matinée. Dans cette salle privée, entourée de costumes taillés sur mesure et de manicures parfaites, mes mains d'artisane semblaient appartenir à une autre espèce. Je suis tapissière d'ameublement. Je passe mes journées à redonner vie à de vieux fauteuils Louis XV, à respirer la poussière de bois et l'odeur âcre de la colle forte. Ma famille, elle, vit dans un monde d'apparence, de crédits revolving et de sourires faux. Votre attention, s'il vous plaît, a lancé Martial, sa voix résonnant avec ce ton jovial et autoritaire qu'il réservait à son public. Il s'est levé, faisant tourner son verre de Cabernet Sauvignon. La lumière du lustre se reflétait sur son front dégarni. Ce soir n'est pas seulement pour célébrer les fiançailles de notre petite princesse Solène et du charmant Amaury. C'est aussi une question d'héritage, de solidarité familiale. Solène, ma sœur cadette de 24 ans, s'est adossée à sa chaise avec un sourire suffisant. Elle rayonnait. Elle a toujours rayonné, d'une lumière artificielle financée par les autres. Sa robe en satin vert émeraude mettait en valeur sa peau parfaite, et elle agitait sa main gauche de manière théâtrale pour que la lumière capte les éclats de sa bague de fiançailles. À côté d'elle, Amaury, son fiancé, souriait poliment. C'était un bon parti, le fils d'une famille d'industriels de la région, riche, bien éduqué, et totalement inconscient qu'il s'apprêtait à épouser une coquille vide peinte à la feuille d'or. Pour aider le jeune couple à démarrer sa vie sur de bonnes bases, a continué mon père, ses yeux glissant enfin vers moi. Son regard était froid, lourd d'attente. C'était le même regard qu'il avait quand j'avais 10 ans et que je n'avais pas rangé ma chambre assez vite. Bertille a gracieusement accepté de leur transférer l'acte de propriété du cottage victorien au bord de la Moselle. Un cadeau de mariage d'une sœur aimante à sa cadette. L'air a quitté mes poumons d'un seul coup. J'ai cru avoir mal entendu. Le bruit de fond du restaurant a semblé disparaître, remplacé par un bourdonnement sourd dans mes oreilles. J'ai regardé ma mère, Ghislaine. Elle était occupée à couper son filet mignon avec une précision chirurgicale, évitant soigneusement de croiser mon regard. Un sourire serré, répété devant le miroir, était plaqué sur son visage lifté. Quoi? Ai-je chuchoté, ma voix étranglée. C'est parfait, vraiment, a enchaîné Solène, sa voix mielleuse contournant totalement mon choc. Merci, grande sœur. On en parlait dans la voiture en venant. L'emplacement est génial, très romantique avec la rivière. Mais la maison elle-même est un peu rustique. On va probablement abattre ce vieux jardin à l'arrière pour faire une piscine à débordement. Amaury adore nager le matin. La pièce semblait tanguée. Il ne demandait pas. Il m'informait. Il disposait de ma vie comme on déplace un pion sur un échiquier. Je n'ai jamais accepté ça,
ai-je dit. Ma voix était basse, mais dans le silence soudain de notre table, elle a claqué comme un coup de fouet. Le sourire de Martial n'a pas vacillé, mais ses yeux se sont durcis, devenant deux billes d'acier. Ne sois pas dramatique, Bertille. C'est un actif familial. Solène a besoin d'une résidence principale pour rassurer les parents d'Amaury sur sa dot. Tu peux retourner vivre dans l'annexe de notre maison. C'est bien assez grand pour une femme célibataire qui passe tout son temps à l'atelier. La condescendance dans sa voix m'a donné la nausée. Mais ce qui a suivi allait être encore pire. J'ai acheté cette maison, ai-je dit, ma voix tremblant légèrement, non pas de peur, mais d'une rage soudaine qui montait dans ma poitrine comme de la lave. Je l'ai achetée avec mon propre argent. J'ai passé 5 ans à la restaurer. Ce n'est pas un actif familial. C'est à moi. Soudain, une douleur aiguë a traversé mon tibia. Ghislaine venait de me donner un violent coup de pied sous la table avec le talon pointu de son escarpin de marque. Bertille, a-t-elle sifflé en se penchant vers moi, l'odeur de son parfum Chanel numéro 5 devenant tout à coup étouffante et écœurante. Arrête de faire une scène. Nous célébrons ta sœur. Ne gâche pas tout par ta jalousie maladive. Je ne gâche rien, ai-je répliqué en me levant brusquement. Ma chaise a raclé bruyamment contre le parquet ciré, attirant les regards des tables voisines. Amaury avait l'air mal à l'aise, regardant tour à tour sa fiancée et moi. Je ne donne pas ma maison à Solène. Point final. Assieds-toi, a ordonné Martial. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre aboyé, le même qu'il donnait à ses chiens de chasse. Non, ai-je dit, plus fort cette fois. Solène a émis un petit rire nerveux, secouant la tête comme si j'étais un enfant en bas âge faisant un caprice pour un bonbon. Allez, Bertille. Tu sais que tu ne fais que la garder pour nous. C'est trop grand pour toi de toute façon. Qu'est-ce que tu as besoin de 3 chambres? Pour tes vieux tissus et tes chaises cassées? Tu n'es qu'une tapissière, tu n'as pas besoin de recevoir du monde. Ces mots ont été la goutte d'eau. Juste une tapissière. Comme si mon métier, mon art, était une honte. Oui, ai-je dit. En fait, oui. J'ai jeté ma serviette sur la table. Elle a recouvert la tache de sauce que j'avais faite en tremblant. Félicitations pour les fiançailles, Amaury. Un conseil, vérifie bien ce que tu achètes avant de signer. Parfois, l'emballage est joli, mais l'intérieur est pourri. Je me suis retournée et j'ai marché vers la sortie, le dos droit, malgré mes jambes qui semblaient être faites de coton. Derrière moi, j'ai entendu la voix de Martial, assez forte pour que je l'entende, essayant de lisser la fissure que je venais de créer dans leur tableau parfait. Elle est juste émotive. C'est sa période du mois. Elle reviendra. Elle revient toujours. Le valet m'a regardé avec un mélange de pitié et de dédain alors qu'il amenait ma camionnette blanche devant l'entrée du restaurant étoilé. C'était un vieux Renault Trafic de 2015, cabossé sur le côté gauche, l'arrière rempli de rouleaux de tissu, d'échelles et de pots de vernis. Il a démarré dans un nuage de fumée noire et un bruit de ferraille qui m'embarrassait quand j'étais plus jeune, mais qui maintenant sonnait comme la fiabilité. C'était la seule chose honnête sur ce parking, entouré de Mercedes et de Porsche en leasing. Je me suis jeté dans l'habitacle, claquant la portière pour exclure le monde. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû serrer le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent pour les arrêter. Elle revient toujours. Cette phrase tournait en boucle dans ma tête. C'était le script qu'il lisait depuis ma naissance. J'ai conduit hors du centre-ville d'Épinal, vers le quartier plus ancien, le long de la Moselle, là où les lampadaires étaient plus faibles et les arbres plus épais. Alors que les kilomètres mettaient de la distance entre moi et le steakhouse, les souvenirs ont commencé à affluer. Ce n'était pas juste ce soir. C'était le modèle de toute ma vie. L'architecture de ma famille était construite sur les fondations des désirs de Solène et de mes sacrifices. Je me suis souvenu de mes 16 ans. Solène en avait 11. Elle voulait aller en colonie de vacances équestres, un truc hors de prix. Mes parents m'avaient forcé à annuler mon voyage scolaire en Angleterre pour payer son stage. Tu es l'aîné, tu dois comprendre, disait ma mère. J'ai toujours dû comprendre. J'ai toujours dû donner. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, il ne demandait pas mon argent de poche.
Il demandait mon âme. J'ai tourné dans mon allée. Les phares de ma camionnette ont balayé la façade en briques rouges et en bois sombre de ma maison. Ce n'était pas un simple cottage. C'était mon chef-d'œuvre. Quand je l'ai trouvé il y a 5 ans, c'était une ancienne petite filature abandonnée, envahie par les ronces, que les enfants du quartier appelaient la maison de la sorcière. Le toit s'effondrait, les fenêtres étaient brisées, et l'intérieur sentait l'humidité et l'urine de chat. Je l'avais acheté pour une bouchée de pain, 60 000 €, chaque centime économisé en travaillant 3 jobs depuis mes 18 ans. Mes parents avaient ri quand je leur avais montré l'annonce. Une poubelle, avait ricané Martial. Tu gâches ta vie avec des ordures. Ils ne voyaient que la pourriture. Moi, je voyais les os. De bons os solides. Je suis sorti de la voiture, le gravier crissant sous mes bottes de travail. La lumière du Porsche s'est allumée automatiquement, révélant la porte d'entrée en chêne massif que j'avais décapée de 6 couches de peinture au plomb et reteinte en acajou profond. J'ai déverrouillé la porte et je suis entré. L'odeur m'a frappé immédiatement. C'est une odeur spécifique, un mélange de poussière de cèdre, d'huile de citron, de cire d'abeille et de vieux plâtre. Pour n'importe qui d'autre, cela pourrait sentir le chantier, mais pour moi, cela sentait la sécurité. Cela sentait l'autonomie. Je n'ai pas allumé les plafonniers. Je me suis dirigé vers l'atelier à l'arrière de la maison, guidé par la lune qui se déversait à travers les vitraux art déco que j'avais passé 3 mois à restaurer. Chaque morceau de verre avait été retiré, nettoyé et resserti de plomb neuf. Mes doigts ont effleuré les boiseries du couloir. C'était mon sanctuaire. Je suis entré dans l'atelier. Au centre trônait un fauteuil Voltaire que je restaurais pour un client très exigeant. Le tissu était un velours de soie bleu nuit, importé d'Italie, à 300 € le mètre. C'était magnifique. Je me suis laissé tomber sur un tabouret, épuisé. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Encore et encore. Il bourdonnait contre ma cuisse comme un insecte en colère. Je l'ai finalement sorti. 3 appels manqués de Martial. 5 textos de Ghislaine. Ghislaine, 21h45, tu nous as embarrassés. Solène pleure dans les toilettes. Ghislaine, 21h50, ne sois pas égoïste, Bertille. Ta sœur a besoin de cette sécurité. Nous ne pouvons pas liquider nos actifs maintenant. Le marché est bas. Ghislaine, 22h15, réponds à ton père. J'ai fixé l'écran. Elle a besoin de cette sécurité. C'était le code pour dire qu'ils étaient fauchés, encore une fois. Je connaissais les signes. J'avais vu Martial faire les 100 pas lors des réunions de famille, prendre des appels téléphoniques à voix basse, transpirer alors qu'il ne faisait pas chaud. La « mauvaise période » dont parlait Victor était probablement un trou financier que Solène avait creusé elle-même avec ses cartes de crédit, ou peut-être un investissement foireux de mon père. Et parce que Martial et Ghislaine vivaient bien au-dessus de leurs moyens pour maintenir les apparences dans la bonne société d'Épinal, ils avaient besoin d'une source d'argent frais. Moi. Ma maison. Ma sueur. La maison était maintenant estimée à 450 000 € grâce à mes rénovations. J'avais transformé une ruine en un bijou architectural. Et il la regardait et ne voyait qu'un distributeur automatique de billets. Une vague d'épuisement m'a envahi, plus lourde que la fatigue physique de poncer des parquets toute la journée. C'était le poids écrasant de la réalisation qu'il me cannibaliserait pour garder Solène au chaud. Je me suis levée et j'ai caressé le dossier du fauteuil Voltaire. Je ne te laisserai pas partir, ai-je chuchoté à la maison vide. Le plancher a craqué en réponse, un son de tassement comme un soupir lourd. Mais je savais qu'un non ne les arrêterait pas. Martial n'entendait pas non. Il entendait négocie plus fort. Je devais être prête. Je suis allée à mon petit bureau, un ancien garde-manger converti, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai créé un nouveau dossier. Je l'ai nommé « Guerre ». Mais je ne savais pas encore que l'ennemi allait frapper bien plus vite et plus fort que je ne l'imaginais. 2 jours ont passé. J'ai travaillé dans mon atelier, gardant mon téléphone en mode silencieux, essayant d'ignorer la tempête qui grondait. C'était jeudi après-midi. Je travaillais sur le fameux fauteuil Voltaire, appliquant délicatement la passementerie finale. Soudain, la porte de l'atelier s'est ouverte à la volée.
Je n'avais pas entendu la voiture arriver à cause du bruit de ma machine à coudre industrielle. Solène se tenait là, suivie de près par notre mère. Solène portait une tenue de tennis blanche immaculée, ridicule dans mon atelier poussiéreux. Mère portait son habituel tailleur Chanel. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» ai-je demandé, me levant, mes ciseaux à la main. « C'est une propriété privée. » « Oh, arrête tes bêtises, Bertille, » a dit Ghislaine en agitant la main comme pour chasser une mouche. Nous sommes venus voir les lieux. Solène voulait prendre des mesures pour les rideaux. Solène est entrée, ses baskets blanches crissant sur le sol en béton. Elle regardait autour d'elle avec une moue de dégoût, pinçant le nez. « Mon Dieu, ça pue la colle ici. Il faudra tout désinfecter avant le mariage. Je pense qu'on va transformer cette pièce en salle de yoga. La lumière est pas mal, mais ces vieux outils doivent disparaître. » Elle a tendu la main et a touché le velours bleu nuit du fauteuil sur lequel je travaillais. « Ne touche pas à ça. » ai-je crié, m'avançant. « Du calme, » a-t-elle ricané. « C'est juste du tissu. C'est un peu sombre, non ? Je préférerais du lin beige. C'est plus hygge. » Elle tenait un grand café latte glacé à la main. En se retournant pour faire une pirouette moqueuse, elle a heurté le coin de l'établi. Le gobelet en plastique s'est ouvert. Le liquide brun, sucré et collant a giclé. Tout s'est passé au ralenti. J'ai vu l'arc brun voler dans les airs et atterrir directement sur le siège du fauteuil Voltaire. Sur le velours de soie à 300 € le mètre. Sur le travail de 3 semaines. Le liquide a immédiatement imprégné le tissu délicat, créant une tache sombre et hideuse qui s'étendait comme un cancer. « Oups », a dit Solène, mettant sa main devant sa bouche. Mais ses yeux ne montraient aucun regret. Ils brillaient d'une malice satisfaite. « Regarde ce que tu as fait. » ai-je hurlé, me précipitant avec un chiffon propre, mais je savais que c'était trop tard. La soie était ruinée. L'eau et le sucre allaient laisser une auréole indélébile. Je devais tout refaire. Je devais racheter du tissu. Je venais de perdre 2000 € et des semaines de travail. « C'est bon, ce n'est qu'une vieille chaise, » a dit Ghislaine avec dédain. « Ne crie pas sur ta sœur, elle a eu peur. C'est de ta faute, tu as laissé traîner tes affaires. » Je me suis redressée, tremblante de rage. J'avais les larmes aux yeux, non pas de tristesse, mais de pure frustration. « Sortez, » ai-je dit, ma voix basse et dangereuse. « Sortez de chez moi. Maintenant. On ne partira pas tant que tu n'auras pas signé les papiers que papa t'a envoyés, » a rétorqué Solène, croisant les bras. « J'ai besoin de cette maison, Bertille. » Amaury a dit que ses parents voulaient voir l'acte de propriété avant de fixer la date. « Tu ne vas pas gâcher mon mariage juste pour ça. » Elle a désigné mon atelier d'un geste vague. « Tu es égoïste. Tu as toujours été jalouse de moi parce que je suis jolie et que je vais me marier, alors que tu vas finir vieille fille dans ta cabane à poussière. » J'ai attrapé mon téléphone et j'ai composé le 17. « Qu'est-ce que tu fais ? » a demandé Ghislaine, alarmée. « J'appelle la police pour violation de domicile et vandalisme, » ai-je dit calmement. « Tu n'oserais pas, » a sifflé ma mère. « Allô ? Police ? Oui, j'aimerais signaler une intrusion aux 12 rue des Tilleuls. Elles ont déguerpi plus vite que je ne les avais jamais vues courir. » Solène m'a fait un doigt d'honneur par la fenêtre de sa Mini Cooper avant de démarrer en trombe, écrasant au passage mes parterres de lavande que je venais de planter. Je suis restée là, au milieu de mon atelier ruiné, regardant la tache de café séchée sur le velours. C'était le moment précis où le lien s'est rompu. Ce n'était plus ma famille. C'étaient des parasites. Dites-moi dans les commentaires, qu'auriez-vous fait à ma place ? Auriez-vous appelé la police ? Ou auriez-vous physiquement jeté votre sœur dehors ? J'ai vraiment besoin de savoir si ma réaction était justifiée. Mais le pire restait à venir. Le lendemain soir, le patriarche est venu pour porter le coup de grâce. C'était vendredi soir. J'étais en train de démonter le tissu ruiné du fauteuil, le cœur lourd, calculant combien d'heures supplémentaires je devrais faire pour compenser la perte. Une ombre est tombée sur mon établi. Martial se tenait dans l'encadrement de la porte ouverte. Il portait son costume de golf,
un polo pastel et un pantalon beige qui semblait ridicule au milieu de la sueur. Il a regardé autour de l'atelier avec un rictus, plissant le nez à l'odeur des solvants. « Tu n'as pas répondu à mes appels », a-t-il dit sans préambule. « Je travaille, papa », ai-je dit sans lever les yeux. « Qu'est-ce que tu veux ?» Il est entré plus avant, faisant attention à ne rien toucher. « Nous devons régler cette paperasse, Bertille. Les avocats ont rédigé le transfert. J'ai besoin que tu signes l'acte de donation avant lundi matin. » J'ai ri. C'était un son sec, sans humour. « Je t'ai dit au dîner. Je ne signe rien. C'est ma maison. Mon nom est sur l'acte. Mon nom est sur l'hypothèque. Solène et maman ont saccagé mon travail hier. Elles me doivent 2000 €. Martial a soupiré, comme on soupire face à un enfant lent d'esprit. Il s'est approché d'une pile de bois et s'est appuyé contre, croisant les bras. Vois-tu, c'est là que tu es confuse, ma chérie. Nous avons été très patients avec toi et tes petits bricolages. Mais soyons réalistes. L'argent que tu as utilisé pour acheter cet endroit. C'est 40 000 € d'apport initial. Mes économies, ai-je coupé. Des fonds familiaux, a-t-il corrigé, sa voix baissant d'une octave, devenant dangereuse. Des fonds qui t'ont été, disons, alloués temporairement, comme un prêt de la fiducie familiale. Mon sang s'est glacé. C'est un mensonge. J'ai travaillé 3 boulots. J'ai été serveuse. J'ai fait des déménagements. J'ai économisé chaque centime pendant 6 ans. Tu le sais. Peux-tu le prouver ? A demandé Martial en penchant la tête. Peux-tu prouver chaque pourboire en liquide, chaque travail au noir ? Parce que nous avons des dossiers. Nous avons des témoins. Ta mère, ton oncle Claude, ils témoigneront tous que tu as accepté que c'était un prêt. Un contrat verbal. Et maintenant, la famille rappelle le prêt. Je l'ai fixé. Le gaslighting, cette manipulation mentale était si audacieux que c'en était presque impressionnant. Il réécrivait l'histoire en temps réel. Tu vas me faire un procès ? Ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Tu vas poursuivre ta propre fille pour lui voler sa maison ? Nous ne voulons pas de procès, Bertille, a-t-il dit, feignant la sympathie. C'est laid. C'est public. Mais si tu nous forces la main ? Oui, nous te poursuivrons pour abus de confiance et détournement de fonds. Nous alléguons le vol. Nous bloquerons cette propriété dans des litiges pendant des années. Tu feras faillite juste en essayant de payer les frais d'avocat. Ta réputation sera détruite. Plus aucun client riche ne confiera ses meubles à une voleuse. Il s'est approché, envahissant mon espace personnel. Solène a besoin de ça. Ne sois pas la méchante ici. Signe l'acte. Nous te donnerons 10 000 € pour le dérangement. C'est généreux. J'ai regardé son visage. Le visage que j'avais admiré enfant. Il n'y avait pas d'amour là, seulement du calcul froid. Ma main était dans la poche de mon tablier. Mes doigts étaient enroulés autour de mon téléphone. J'avais appuyé sur le bouton latéral 3 fois, un raccourci que j'avais configuré il y a des années pour enregistrer des mémos vocaux rapides quand je prenais des mesures. Il avait vibré une fois pour signaler qu'il enregistrait. Donc, ai-je dit, forçant ma voix à rester stable, à paraître vaincue. Juste pour être clair, si je ne donne pas la maison à Solène, tu mentiras à un tribunal et tu diras que j'ai volé l'argent pour l'acheter ? Martial a souri. C'était le sourire d'un requin qui sent le sang. La vérité est ce que le gagnant écrit, Bertille. Ce n'est pas un mensonge si nous gagnons. C'est juste les affaires. Tu as jusqu'à lundi. Il s'est retourné et est sorti du garage, la lumière du soleil l'avalant. Je suis resté là longtemps, écoutant l'enregistrement en boucle. La vérité est ce que le gagnant écrit. Je n'étais pas la méchante. Mais je n'allais plus être la victime non plus. J'avais besoin d'une arme plus grosse que la sienne. Le cabinet d'avocats, Vasseur et Associés, se trouvait au dernier étage d'un immeuble moderne donnant sur la place des Vosges à Épinal. La salle d'attente sentait l'argent. Pas le vieil argent poussiéreux du country club de mes parents, mais un argent net, moderne et agressif. J'étais assise sur un fauteuil en cuir Le Corbusier, un vrai,
j'ai vérifié les coutures, qui coûtaient probablement plus cher que ma première voiture. Je serrais une pochette cartonnée contre ma poitrine. Je me sentais minuscule. J'avais mis ma meilleure robe noire, mais mes mains rugueuses juraient avec l'environnement. Mademoiselle Bertille? J'ai levé les yeux. La femme qui se tenait là était terrifiante. Elle avait la soixantaine, des cheveux argentés coupés en un carré impeccable, portant un tailleur gris acier qui ressemblait à une armure. C'était Maître Vasseur. J'avais trouvé son nom sur un forum local. On la surnommait la guillotine. Je l'ai suivie dans son bureau. La vue sur la ville était imprenable. Asseyez-vous, a-t-elle dit. Elle n'a pas offert de café. Elle n'a pas fait de conversation. Vous avez dit au téléphone que vos parents menacent de vous poursuivre pour abus de confiance immobilière? Oui, ai-je dit, glissant la lettre officielle que l'avocat de mon père, un ami de golf, avait envoyée ce matin. Et ils veulent que je signe cet acte de donation avant demain. Maître Vasseur a chaussé une paire de lunettes à monture d'écaille et a lu la lettre. La pièce était silencieuse, à l'exception du bourdonnement de la climatisation. Je retenais mon souffle. Je m'attendais à ce qu'elle me dise que j'étais fichu. Je m'attendais à ce qu'elle me dise que des hommes riches et connectés comme Martial gagnent toujours. Elle a lu la 2e page. Puis elle s'est arrêtée. Un son a jailli de sa gorge. C'était un rire. Pas un petit rire poli, mais un rire franc, profond, presque cruel. Elle a enlevé ses lunettes et a essuyé une larme au coin de son œil. Je suis désolée, a-t-elle dit, bien qu'elle n'ait pas l'air désolée du tout. C'est adorable. J'ai cligné des yeux. Adorable? Ils veulent prendre ma maison. Ma chérie, elle s'est penchée en avant, ses yeux brillant d'une lueur prédatrice. Ils menacent de vous poursuivre pour une fiducie constructive basée sur un accord verbal d'il y a 5 ans, en France, sans un seul reçu de virement bancaire de leur part vers vous? Elle a jeté la lettre sur le bureau comme si c'était un déchet. Ce n'est pas un procès. C'est du bluff. Un mauvais bluff. C'est écrit par un notaire de campagne qui n'a clairement pas mis les pieds dans un tribunal de contentieux depuis 1990. Le soulagement qui m'a envahi était si intense que j'ai failli pleurer. Donc, je suis en sécurité? Le visage de Maître Vasseur est devenu sérieux. Le rire s'est évanoui, remplacé par une intensité froide et calculatrice. En sécurité? Oui. Mais ils ne s'arrêteront pas. Les harceleurs comme ça ne s'arrêtent pas parce que vous dites non. Ils s'arrêtent quand vous leur brisez le nez. Elle m'a regardé. Vraiment regardé. Elle a observé mes mains abîmées par le travail, l'épuisement dans mes yeux, les années passées à se sentir petite. Voulez-vous qu'ils s'en aillent simplement, Bertille? Ou voulez-vous vous assurer qu'ils ne pourront plus jamais revenir? J'ai pensé à la façon dont Martial avait ricané dans mon atelier. J'ai pensé à Solène renversant le café sur mon travail et riant. J'ai pensé à l'enregistrement sur mon téléphone. Je veux qu'ils arrêtent de me hanter, ai-je dit. Je veux brûler le pont si complètement qu'ils ne pourront même pas voir la fumée. Maître Vasseur a souri. C'était terrifiant. Bien. Alors au travail. J'ai besoin d'accès à tout. Vos relevés bancaires. Et avez-vous une idée des finances réelles de votre famille? Parce que les gens assez désespérés pour voler une maison laissent généralement des miettes derrière eux. J'ai mieux, ai-je dit en sortant mon téléphone. J'ai un enregistrement. Et j'ai aussi une vieille histoire de famille que je n'ai jamais pu vérifier, l'héritage de ma grand-mère Léonie. Pendant la semaine suivante, j'ai vécu une double vie. Le jour, j'étais la fille terrifiée, cachée dans ma maison, ne répondant pas à la porte quand Solène venait tambouriner dessus. La nuit, j'étais assise dans la salle de conférence de Maître Vasseur, disséquant l'autopsie des mensonges de ma famille. Maître Vasseur était un chien de chasse. Elle n'a pas seulement regardé mes finances. Elle a déclenché une demande d'audit sur les antécédents financiers liés à mon nom. Puisque Martial avait prétendu que l'argent que j'avais utilisé était de l'argent de famille, il avait par inadvertance ouvert la porte pour que Maître Vasseur puisse assigner les banques à produire les historiques pour vérifier la réclamation. C'était mardi soir. Nous étions entourés de cartons de papier.
Maître Vasseur cliquait sur un tableau Excel sur son ordinateur portable. Bertille, a-t-elle dit. Sa voix était calme, trop calme. Viens voir ça. J'ai contourné le bureau. Tu as dit que ta grand-mère, Léonie, avait laissé un compte d'assurance vie pour toi, mais qu'il avait été perdu dans un mauvais placement boursier géré par ton père, c'est ça? C'est ce que papa a dit. Le marché a été cruel. Regarde les dates. Elle a pointé un doigt manicuré sur l'écran. J'ai plissé les yeux. Le fonds, l'héritage Léonie, avait un solde de 350 000 € au moment de son décès. Voici le retrait, a dit Vasseur. Daté de 3 jours après ton 18e anniversaire. La totalité du montant retiré en une seule somme forfaitaire. Virement vers un compte joint au nom de Martial et Ghislaine. Mais je n'ai jamais signé pour ça, ai-je chuchoté. J'avais 18 ans. Je finissais le lycée. Je n'ai jamais vu un chèque. Exactement. Vasseur a sorti un document scanné. Regarde la signature sur l'ordre de virement. C'était mon nom. Bertille D. Mais ce n'était pas mon écriture. Le B était bouclé, fantaisiste, avec une grande boucle inférieure. Mon B est pointu, imprimé, efficace. C'est l'écriture de Ghislaine, ai-je dit, mon estomac se tordant. Elle a signé mon nom. Faux en écriture privée et usage de faux, a déclaré Vasseur d'un ton plat. Et regarde où l'argent est allé. Elle a tracé le chemin de la transaction. L'argent n'est pas allé dans des actions ou des obligations. Il a été divisé. 50 000 € chez un concessionnaire automobile de luxe, la première Audi de Solène pour ses 16 ans, conduite accompagnée. 80 000 € pour une entreprise de chirurgie esthétique en Suisse, le « voyage spa » de maman cette année-là. Et un transfert massif de 220 000 € vers une société immobilière fantôme appartenant à un ami de mon père, probablement pour couvrir des dettes de jeu ou des investissements foireux. La pièce a tourné. Ils n'ont pas juste perdu l'argent. Ils l'ont volé. Ils ont volé mon héritage au moment exact où je suis devenu adulte, l'ont utilisé pour acheter une voiture à Solène et refaire le visage de ma mère, et ont passé la décennie suivante à me dire que j'étais pauvre et inutile, que je devais travailler dur pour mériter ma place. J'avais mangé des pâtes au beurre pendant 5 ans pour acheter ma maison. J'avais gelé dans cet atelier sans chauffage. Alors que j'étais, en réalité, riche de 350 000 € depuis mes 18 ans. Et maintenant qu'ils étaient fauchés à nouveau, ils venaient pour la seule chose que j'avais construite moi-même. Ça change tout, a dit Vasseur en se penchant en arrière. Ce n'est plus seulement une affaire civile de propriété. C'est pénal. C'est du vol qualifié, de l'abus de confiance, et de l'escroquerie en bande organisée. Et puisqu'ils n'ont pas déclaré ce don aux impôts, c'est aussi de la fraude fiscale massive. J'ai regardé l'écran. Les chiffres se brouillaient. J'ai senti un œuf froid et dur se former dans ma poitrine. Je n'étais plus triste. La partie de moi qui était la petite fille voulant l'approbation de papa est morte dans ce bureau, écrasée sous le poids de 350 000 € de trahison. Qu'est-ce qu'on fait? Ai-je demandé. Maître Vasseur a ouvert un nouveau document. On rédige l'option nucléaire. On prépare une contre-attaque, mais on ne la dépose pas encore. On les laisse marcher dans le piège. Ils veulent une réunion pour te faire signer? On va y aller. Et on va leur faire signer leur arrêt de mort. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place du personnage principal. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Le silence de ma part les rendait fous. La stratégie de Maître Vasseur était simple, les affamer. Pas de texto, pas d'appel, pas d'ouverture de porte. Mon téléphone est devenu un champ de bataille. Solène, vocale, Bertille, décroche. Amaury panique. Ses parents demandent à voir les papiers de la maison. Tu vas tout gâcher. Si tu fais ça, je ne te parlerai plus jamais. Martial, ne joue pas à ça avec moi, jeune fille. Lundi, c'est le tribunal. Tante Claudine, le singe volant de la famille, ta mère est malade d'inquiétude. Elle a des palpitations.
Comment peux-tu faire ça à la famille après tout ce qu'ils ont sacrifié pour toi? J'ai tout archivé. Chaque message allait dans le dossier « Preuve ». Je suis resté dans mon atelier, travaillant sur le fauteuil Voltaire. J'ai acheté du nouveau tissu avec ma carte de crédit, m'endettant encore un peu plus, sachant que la fin était proche. Le mouvement rythmique du ponçage, l'odeur du vernis, c'était ma thérapie. Je polissais le bois comme je polissais ma détermination. Samedi soir, Solène est venue hurler devant ma porte. Je sais que tu es là. Sorcière. Tu es jalouse parce que personne ne veut de toi. Elle a jeté une pierre dans ma fenêtre du rez-de-chaussée. J'ai entendu le verre se fissurer. Je n'ai pas bougé. J'ai juste filmé depuis l'étage, dans le noir. Elle avait l'air pathétique sous le lampadaire, son mascara coulant, tapant du pied comme une enfant de 5 ans. Elle ne comprenait pas le mot « non » car elle ne l'avait jamais entendu. Dimanche matin est arrivé. L'échéance. Mon téléphone a sonné. C'était Maître Vasseur. Ils ont tendu la perche, a-t-elle dit. L'avocat de ton père a appelé. Il réclame une réunion de la dernière chance ce soir chez eux. Un dîner de famille pour régler ça à l'amiable avant de déposer plainte demain. Qu'est-ce qu'on fait? Ai-je demandé en buvant mon café noir. On y va. Je viens avec toi. Et j'apporte la valise. Pourquoi les rencontrer? Pourquoi ne pas juste déposer la plainte pour fraude? Parce que, la voix de Vasseur était tranchante comme un rasoir, si nous déposons plainte, ça prend des années. Si nous entrons là-bas et leur montrons la veine jugulaire que nous sommes sur le point de couper, ils plieront ce soir. Nous finissons ça ce soir, Bertille. Capitulation totale. J'ai regardé autour de ma cuisine. Le soleil frappait le coin petit déjeuner que j'avais construit. D'accord, ai-je dit. Finissons-en. Je me suis habillée avec soin. Pas de vêtements de travail. J'ai mis une robe noire cintrée, des talons hauts, et j'ai appliqué un rouge à lèvres rouge sang. Je n'y allais pas en tant que menuisière. J'y allais en tant que bourreau. La maison de mes parents était une grande bâtisse bourgeoise sur les hauteurs de la ville. De l'extérieur, elle criait « réussite ». Mais maintenant que je savais la vérité, je voyais les fissures. La peinture s'écaillait sur les volets du haut. Le jardinier avait été renvoyé, la pelouse était un peu trop haute. C'était une maison maintenue par la dette et le vol. Je suis entré. Maître Vasseur marchait un pas derrière moi, portant une mallette en cuir élégante. La salle à manger était exactement comme je l'avais laissée il y a 2 semaines, sauf que la tension était assez épaisse pour être coupée au couteau. Martial était assis en bout de table. Ghislaine était à sa droite, tamponnant ses yeux secs avec un mouchoir en dentelle. Solène était là, les bras croisés, un air de défi sur le visage. Et surprise. Amaury était là aussi. Il avait l'air confus et mal à l'aise. Qui est-ce? A aboyé Martial en se levant. J'ai dit, famille seulement. C'est mon conseil, maître Vasseur, ai-je dit calmement en prenant ma place. Je ne tremblais pas. Mes mains étaient stables sur la table. Vous avez menacé d'une action en justice, a dit Vasseur, sa voix douce mais portant l'autorité d'une enclume. Ma cliente a le droit d'être représentée. C'est ridicule, a craché Solène. Bertille, arrête ton cinéma. Amaury est là. Tu nous fais honte. Asseyez-vous, Martial, a dit Vasseur. Martial a hésité, puis s'est assis, foudroyant du regard l'avocate. Faisons vite, a grogné mon père en poussant un document vers moi. C'est l'acte de donation. Signe-le, et nous oublions cet épisode-là. Nous ne porterons pas plainte pour le détournement des fonds familiaux que tu as volés il y a 5 ans. Amaury a halté. Bertille a volé de l'argent? J'ai regardé Amaury droit dans les yeux. Je n'ai pas volé. J'ai survécu. Assez de mensonges. A crié Ghislaine, frappant sa main manucurée sur la table. Nous t'avons élevé. Nous t'avons tout donné et tu voles ta sœur. Tu veux détruire son mariage par pure méchanceté. Maître Vasseur n'a pas parlé. Elle a simplement ouvert sa mallette. Le clic des serrures a résonné fort dans le silence.
Elle a sorti une petite enceinte Bluetooth et l'a posée au centre de la table, entre le rôti de veau froid et les chandeliers en argent. Qu'est-ce que c'est? A ricané Solène. Tu vas nous mettre de la musique? Maître Vasseur a appuyé sur lecture. La voix de Martial a rempli la pièce, claire, arrogante et indéniable. La vérité est ce que le gagnant écrit, Bertille. Ce n'est pas un mensonge si nous gagnons. C'est juste les affaires. Le silence qui a suivi était absolu. Martial est passé du rouge au gris cendre en 3 secondes. Sa bouche s'est ouverte et fermée comme celle d'un poisson hors de l'eau. Amaury a froncé les sourcils, regardant son beau-père avec une nouvelle horreur. C'est truqué, a crié Ghislaine. C'est de l'IA. Enregistré le vendredi 12 à 17h30, a déclaré Vasseur. Admissible au tribunal comme preuve d'extorsion et de tentative de fraude au jugement. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a sorti une pile de papiers épais. Et concernant le vol de fonds, Vasseur a fait glisser les relevés bancaires à travers la table, non pas vers Martial, mais directement vers Amaury. Monsieur Amaury, vous devriez lire ceci. C'est la piste forensique de la fiducie Léonie. Amaury a pris le papier. Solène a essayé de l'arracher, mais il l'a repoussé. Faux et usage de faux, a déclaré Vasseur en pointant Ghislaine du doigt. Vol qualifié. Vous avez volé 350 000 € à Bertille le jour de ses 18 ans. Ce n'est pas vrai? A hurlé Ghislaine. C'est écrit ici, a lu Amaury, sa voix tremblante. Virement vers Clinique esthétique Beau Rivage. Virement vers Autosport Lorraine. Il a levé les yeux vers Solène. Ta première Audi? Celle que tu m'as dit que ton père t'avait offerte pour tes bonnes notes? Solène est devenue pâle. Amaury, bébé, ne l'écoute pas. Et ici, a continué Vasseur impitoyablement. Un virement récent de votre compte courant, Martial, utilisant une ligne de crédit sur cette maison, pour payer la bague de fiançailles de Solène? Amaury a regardé la bague au doigt de Solène. Puis il a regardé Martial. Vous m'avez dit que les affaires étaient florissantes. Vous m'avez dit que vous financiez le mariage. Vous êtes fauché? Vous essayez de voler la maison de Bertille pour me donner une dot? C'est un malentendu. A balbutié Martial, la sueur perlant sur son front. C'est de la gestion de trésorerie complexe. C'est de l'escroquerie, a coupé Vasseur. Et nous avons les formulaires fiscaux prêts à être envoyés. Vasseur a placé un dernier document sur la table, juste devant Martial. Ceci est un accord de règlement. Il stipule que vous reconnaissez la dette que vous devez à Bertille, les 350 000 € volés, plus les intérêts légaux sur 11 ans. Total, 480 000 €. Nous n'avons pas cet argent. A pleurniché Ghislaine. Nous savons, a dit Bertille, prenant la parole pour la première fois. C'est pourquoi l'accord stipule que vous transférez la propriété de cette maison à mon nom pour régler la dette. Vous avez 30 jours pour quitter les lieux. Tu ne peux pas faire ça. A crié Solène. C'est ma maison d'enfance. Où est-ce que je vais vivre? Pas mon problème, ai-je dit froidement. Si vous ne signez pas, a dit Vasseur en regardant sa montre Cartier, je dépose le dossier de fraude auprès du procureur de la République et du fisc demain matin à 9 h. Vous irez en prison. Martial, Ghislaine. Prison ferme. Pas de golf. Pas de dîner mondain. Une cellule de 9 mètres carrés. L'horloge grand-père dans le hall a sonné l'heure. Dong. Dong. Martial a regardé le document. Il m'a regardé. Il n'a vu aucune peur dans mes yeux. Il n'a vu que le reflet de sa propre ruine. Il a réalisé qu'il avait créé un ennemi qu'il ne pouvait pas intimider. Il a pris le stylo Mont Blanc de sa poche. Sa main tremblait si fort qu'il pouvait à peine écrire. Le bruit de la plume grattant le papier, signant sa vie, était le son le plus satisfaisant que j'ai jamais entendu. Dès que l'encre fut sèche, Amaury s'est levé. Il a retiré sa serviette de son col. Je pense que ce dîner est terminé, a-t-il dit. Il s'est tourné vers Solène. Elle pleurait, son mascara coulant sur ses joues parfaites. Amaury, attends. On peut t'expliquer.
Il a secoué la tête. Il a retiré la montre Rolex que Solène lui avait offerte pour leur fiançailles, probablement payée avec une autre carte de crédit maxée, et l'a posée doucement sur la table. Je ne peux pas épouser ça, Solène. Je ne peux pas épouser une famille de voleurs. Ma famille ne l'accepterait jamais. Il est sorti sans se retourner. Solène a poussé un cri strident et s'est effondrée sur le tapis persan, sanglotant. Pas pour la perte d'Amaury, mais pour la perte de son statut, de sa sécurité, de son avenir doré. J'ai pris les papiers signés que Vasseur me tendait. J'ai regardé ma mère, figée dans sa chaise, le visage gris. J'ai regardé mon père, voûté, vaincu. Je n'ai pas dit au revoir. Il n'y avait plus rien à dire. Nous sommes sortis dans l'air frais de la nuit, laissant derrière nous les ruines de leur empire de mensonges. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon. L'accord était blindé. Martial et Ghislaine ont dû vendre la plupart de leurs meubles de valeur pour payer les frais de déménagement et les dettes urgentes avant de me remettre les clés de leur grande maison. Ils n'ont pas fini à la rue, je ne suis pas un monstre. Ils ont utilisé le peu d'argent liquide qui leur restait après la vente de leurs bijoux pour louer un petit appartement F3 dans une banlieue grise de Nancy, loin de leurs amis d'Épinal qui commençaient à jaser. La rumeur de leur faillite et de la rupture des fiançailles s'était répandue comme une traînée de poudre. La honte sociale était pire pour eux que la pauvreté. J'ai vendu leur grande maison. Je ne voulais pas y vivre. Elle était trop pleine de fantômes. Avec l'argent de la vente, après avoir remboursé leur hypothèque, j'ai récupéré exactement ce qu'ils m'avaient volé, plus les intérêts. Quant à Solène, la princesse a eu un réveil brutal. Sans Amaury pour payer ses factures et sans parents pour la renflouer, elle a dû trouver un travail. Je l'ai croisée une fois, 6 mois plus tard. Elle travaillait comme vendeuse dans une boutique de prêt-à-porter bas de gamme dans le centre commercial. Elle pliait des t-shirts. Quand elle m'a vue, elle a tourné la tête, mais j'ai vu la haine et la honte brûler dans ses yeux. Elle m'avait envoyé quelques textos au début, me traitant de tous les noms, puis me demandant un prêt. J'avais bloqué son numéro. Aujourd'hui, 6 mois après le dîner fatal, je suis assise sur la terrasse arrière de mon cottage. C'est l'automne dans les Vosges. Les arbres le long de la Moselle sont en feu avec des couleurs rouges et or. J'ai utilisé l'argent récupéré pour faire 2 choses. D'abord, j'ai fini les rénovations de ma maison. J'ai construit cette piscine que Solène voulait, mais je l'ai faite pour moi. Ensuite, j'ai investi dans mon entreprise. J'ai agrandi l'atelier, embauché 2 apprentis passionnés. Je n'ai plus besoin de travailler 14 heures par jour. Je peux choisir mes clients. Je tiens une tasse de café chaud, regardant la brume se lever sur la rivière. Maître Vasseur est passé hier pour m'apporter les derniers documents de clôture. On a bu du champagne. Elle m'a dit que c'était l'un de ses dossiers préférés. Parfois, la nuit, je pense à eux. Je pense à la question qui m'a empêché de dormir les premières semaines. Étais-je cruel? Ils étaient mes parents. Ils étaient ma chair et mon sang. J'ai regardé leur vie s'effondrer et je n'ai pas levé le petit doigt pour l'arrêter. J'ai même poussé le premier domino. Hier, Ghislaine a envoyé une lettre. Pas de texto. Elle a écrit une note manuscrite demandant si j'avais une chambre d'amis parce que l'appartement à Nancy est humide et que ça joue sur ses rhumatismes. Elle a signé « Ta maman qui t'aime ». Je n'ai pas répondu. J'ai jeté la lettre dans la cheminée du salon. J'ai regardé le papier se recroqueviller et noircir, les mots « maman » et « aime » se transformant en cendres et flottant dans la cheminée. Est-ce que cela fait de moi quelqu'un de froid? Peut-être. Mais alors que je regardais la fumée monter, disparaître dans le ciel bleu clair, je n'avais pas froid. Je me sentais chaude. Je me sentais légère. Vous ne pouvez pas construire un avenir sur des fondations pourries. Parfois, vous devez laisser toute la structure s'effondrer pour pouvoir construire quelque chose de vrai sur les ruines. Ma maison a de bons os maintenant. Et ma vie aussi. J'ai pris une gorgée de mon café. Il avait le goût de la liberté. Alors, voici ma question pour vous tous. Solène plie des vêtements pour le salaire minimum. Mes parents vivent dans un HLM et comptent chaque centime. Ils disent à qui veut l'entendre que je suis une fille ingrate qui a détruit la famille par cupidité.
Ils disent que la famille est tout et que j'aurais dû sacrifier mon travail acharné pour sauver leur image. Suis-je allé trop loin? Aurais-je dû leur laisser la maison et continuer à être le bouc émissaire? Ou ai-je finalement donné à chacun exactement ce qu'il méritait? J'ai appris une leçon dure mais précieuse, le sang ne vous oblige à rien. Le respect se gagne. L'amour se nourrit. Et si quelqu'un essaie de brûler votre maison pour se réchauffer, vous n'avez pas à leur tendre les allumettes. Vous avez le droit d'appeler les pompiers et de les regarder se faire arrêter. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous avez aimé voir ce karma instantané et glacial, s'il vous plaît, likez cette vidéo, c'est très important pour soutenir la chaîne. Et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires de justice. Et surtout, commentez ci-dessous, avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre toxique de votre famille? Comment vous êtes-vous senti après? J'ai hâte de lire vos expériences. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas, protégez vos bonnes bases. À bientôt.